Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans e-École, le dernier numéro de la semaine. Et quel plaisir de recevoir ce professeur que j'aime appeler Monsieur Expérience, professeur Dembo Diakité. Bonjour. Bonjour, Pape. Vous êtes professeur de sciences physiques. Je vous appelle Monsieur Expérience parce que quand vous êtes là, le studio se transforme en laboratoire parce que la science, c'est d'abord la pratique, c'est ça? Parfaitement. C'est une science expérimentale. Vous voyez, de plus en plus, d'ailleurs, il y a une terminologie qui vient. On dit STEM ou STEAM. Il s'agit de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Donc, on dissocie les mathématiques des autres sciences. Oui. Simplement parce que pour les autres sciences, il faut d'abord observer. Et c'est pourquoi l'expérimentation est extrêmement importante en sciences physiques. C'est extrêmement important qu'un élève observe un fait avant d'en déduire les conclusions. Oui. Les Américains disent regarder et faire. Oui. D'accord? Donc, c'est ça qui développe les sciences physiques. Et aujourd'hui, compte tenu du fait que dans certains établissements scolaires, il manque du matériel expérimental, compte tenu du fait également que des collègues n'ont pas le temps, parce qu'après la reprise, ça va être très compliqué pour pouvoir terminer les programmes. Quelquefois, ils n'ont pas suffisamment de temps pour pouvoir faire ces expériences. Ici, c'est l'occasion de revenir sur ces expériences et de permettre aux élèves, devant leur télé, d'avoir le visuel de l'expérience qu'ils vont avoir dans leur classe. Avec vous, nous avions fait l'expérience sur l'importance du savon ordinaire pour lutter contre le coronavirus. On a fait également l'expérience des gestes barrières, les mesures barrières pour empêcher également la propagation du coronavirus. Pour ce cours, l'expérience, le meilleur sera réservé pour la fin. Mais avant, nous allons reparler encore de ce cours, la place. 3 séances, ou presque 4 même, nous parlons de ce cours parce qu'il est important. Il est extrêmement important pour les élèves qui sont en classe de terminale, mais aujourd'hui, nous allons allier la théorie à la pratique que vous aimez toujours. Voilà. Aujourd'hui, on va faire des exercices, un exercice d'application. Oui. C'est pour permettre aux élèves de s'habituer d'abord à la relation de la place. Et donc, j'ai donné un exercice en 2 phases. Une première qui concerne la loi de la place et la deuxième partie va concerner la leçon suivante qu'on appelle induction. Et l'exercice qui est affiché sur l'écran. Voilà, qui est affiché sur l'écran. Oui. Donc, vous voyez l'exercice, les élèves qui nous regardent à l'instant peuvent capturer l'image de l'exercice sur leur écran. Oui. Et nous allons essayer de faire cet exercice parce que au baccalauréat, Pape, tenez-vous bien, en sciences physiques, les questions, si vous prenez un sujet de baccalauréat, oui. Les questions sur juste comprendre le cours, d'accord, restituer les connaissances et vérifier les connaissances et appliquer les connaissances. Donc, ces 3 rubriques simplement regroupent plus de 10 points. La moitié. La moitié. Donc, il suffit à un élève de connaître son cours pour espérer avoir plus de 10 au baccalauréat. C'est pour cette raison que c'est important de comprendre le cours. Le cours, il est essentiel en sciences physiques. Voilà. Donc, ça se décline sous la forme d'exercice. Et dans cet exercice, vous allez voir, il y a des questions qui relèvent essentiellement du cours. Il y a des questions qui vont nécessiter qu'on ait des connaissances dans d'autres matières. C'est ce qui fait les 10 autres points ou les 8 autres points, parce que quelquefois, contrôler les connaissances, vérifier les connaissances, ça fait plus de 10 points jusqu'à 12 points pour les séries S2. Donc, c'est extrêmement important. On va le voir dans le déroulé de cet exercice, comment il faut appréhender la formule, comment il faut l'appliquer. Donc, ici, je peux dire que c'est un exercice type bac, bien que le chapitre La place, ça fait longtemps que ce n'est pas sorti au baccalauréat. En S1, ça sort quelquefois, mais en S2, pratiquement, ça fait plus de 20 ans que je ne l'ai pas vu au baccalauréat. Donc, c'est parce que c'est un chapitre qui n'est pas très facile à appréhender et qui nécessite plusieurs aptitudes. C'est pour cette raison que j'ai proposé cet exercice. Et d'ailleurs, les élèves peuvent poser
leurs questions parce que l'émission se déroule également en direct sur la plateforme digitale ITV-6 Sénégal. Ils peuvent formuler des questions qui trouveront forcément des réponses lors de ce cours. Donc aujourd'hui, l'exercice est affiché sur l'écran. Les élèves ont la possibilité de faire une capture d'écran et de suivre également la correction de cet exercice qui porte sur une leçon, c'est la place. C'est la place. Merci beaucoup. Donc on va directement aborder par une lecture de cet exercice. Oui. Donc je dis souvent à mes élèves que au baccalauréat, il faut essayer de lire entièrement un exercice. Quelquefois, la réponse à une question peut se trouver dans une autre question. Et il y a une logique dans un exercice. Oui. Il y a une logique et il faut suivre la logique. Donc, c'est important de lire l'exercice du début jusqu'à la fin. Alors, l'exercice, c'est deux parties. Je vais lire la première partie. Allez-y. Voilà. Ces deux rails de cuivre AA' et EE' parallèles, Oui. distants de D égale à 18 cm, sont inclinés par rapport au plan horizontal d'un angle alpha égal à 20 degrés. Une tige en cuivre CD de longueur CD égale à 24 cm, de masse M égale à 10 grammes peut se déplacer sans frottement le long de ces deux rails en leur restant perpendiculaires. Donc là, nous avons le dispositif de rails, des rails de Laplace, ce que j'ai présenté la dernière fois, sauf que les rails auraient d'être horizontaux, sont inclinés. Ok. Donc l'ensemble maintenant est plongé dans un champ magnétique B uniforme. Ce B-là porte la flèche du vecteur là-dessus. Ça s'est effacé. Uniforme vertical ascendant d'intensité maintenant B égale à 930 millitesla. Les extrémités A et E des rails sont reliées aux bornes d'un générateur. Donc on a utilisé un générateur pour faire passer le courant dans la tige. Alors maintenant, on dit à quelle borne du générateur doit-on relier l'extrémité A, que vous voyez dans le schéma en bas, pour que la tige reste immobile lorsque le courant traverse le circuit. Oui. Alors, nous savons que si nous mettons une tige sur des rails inclinés et que nous laissons, la tige va déballer la pente et se retrouver au bas de la pente. Oui. Mais ici, on nous dit que la tige va rester immobile. Conséquence, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui retient la tige. Et s'il y a quelque chose qui retient la tige, ça ne peut être qu'une force, ça ne peut être qu'une action. On dit une force. Et cette force, ici, on voit qu'il y a un champ magnétique, il y a un courant qui traverse la tige, donc on peut penser tout de suite à la force de Laplace. Et vous pouvez vous déplacer pour montrer Voilà. Plus précisément les forces dont il s'agit, Voilà. les forces, les tiges, oui. Voilà. Allez-y. Voilà. Donc voilà la tige ici. Oui. Ça, ce sont les rails qui sont inclinés. Oui. Donc lorsque on lâche la tige, normalement, ça doit déballer la pente et se retrouver. Maintenant, on nous dit dans le texte que la tige reste immobile. Oui. D'accord? On nous demande à quelle borne pour que la tige reste immobile. Si la tige reste immobile, c'est qu'il y a quelque chose qui l'empêche de déballer la pente. Il y a quelque chose qui retient. Donc c'est une action, on dit qu'il y a une force. Et cette force, son origine, c'est quoi? On dira, ici, nous avons un champ magnétique, B. Oui. Et nous avons du courant qui traverse la tige. Donc il y a la réunion du courant et du champ B. On peut penser tout de suite à la force de Laplace. Donc c'est la force de Laplace qui va retenir la tige, qui va l'empêcher de déballer la pente. D'accord? Donc ça c'est le premier aspect. Oui. Second aspect, lorsqu'on résout un exercice, il faut reprendre le schéma. Parce que quand un élève reprend le schéma, il s'en approprie et il essaie de retrouver au niveau du schéma les difficultés. C'est en ce moment qu'il appréhende, donc c'est 75% de la résolution d'un exercice qui est fait en reprenant le schéma correctement. Donc on va, sans plus tarder, reprendre le schéma. Allez-y, allez-y. Nous avons ici les deux rails et nous avons la tige posée sur les deux rails. Les rails sont inclinés d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc, nous relions maintenant ces deux extrémités ici
des deux tiges, on relie à un générateur. Donc il y a un générateur, on n'a pas représenté le générateur parce que si le générateur est là, on saura tout de suite le sens du courant. D'accord? Donc la question est de savoir quelle borne du générateur doit-on relier l'extrémité A. Donc ici, nous avons A, E ici E', et là A', d'accord? Et ici nous avons C et la D. Voilà ce que l'on a. Alors, donc, à quelle borne du générateur on doit relier le point A pour que la tige reste immobile? La tige reste immobile parce qu'elle est soumise à la force de la place. Si nous avons le sens de la force de la place et le sens du champ magnétique, nous pouvons en déduire celui du courant en utilisant la règle de la main droite, celle que l'on a utilisée quand on élaborait, quand on faisait le cours au cours précédent. Alors, donc, le champ magnétique, lui, il est vertical. B avec le vecteur dessus. Maintenant, pour qu'une force puisse retenir la tige, donc, il faut qu'elle soit orientée vers l'arrière. D'accord? Donc, nous allons mettre la main sur la tige en orientant la paume dans le sens du champ magnétique B. D'accord? Et le pouce doit me donner le sens de la force F. Nous savons que cette force-là est orientée vers l'arrière. D'accord? Donc, nous mettons le pouce vers l'arrière, comme ceci. Et nous mettons la paume vers le haut, comme ceci. Et là, on voit bien que le courant doit circuler comme ça, de D à C. Donc, si on regarde bien dans le schéma ici, nous avons le champ magnétique qui est là. Nous voulons que la force soit orientée dans ce sens-là. Donc, nous mettons la paume de sorte que la paume soit orientée dans le sens du champ magnétique B, donc vers le haut. Et avec la complicité de Ramatoulaye Salou Diop, elle peut mettre le deuxième plan, le schéma est plus visible. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc là, nous avons le champ qui est orienté vers le haut, on met la paume vers le haut. Donc la force est orientée vers l'arrière, on fait ça. Oui. Et donc, le courant va circuler ici, de ce point vers celui-ci. Donc dans le schéma, peut-être que le schéma, c'est les deux places qui ont été échangées. Ici c'est A, c'est E au lieu de A, parce que c'est dans la représentation que j'ai faite. Hein. Oui. Voilà. Et là c'est A, ici c'est A', ici c'est E', et là c'est D, et ici c'est C. Voilà. Donc le courant doit circuler de C vers D, comme ça. D'accord? Alors, parce que là, le plan est orienté vers la droite, alors que là, le plan est orienté vers la gauche. C'est simplement ça. Oui. C'est simplement ça. Donc voilà. Mais, donc, on met la main pour pouvoir déterminer le sens du courant. Donc, le pouce doit être orienté dans le sens de F, donc vers l'arrière du plan, et la main sur la tige, la paume orientée vers le champ B. Donc nous avons ça, et par conséquent, le courant va circuler de C vers D. Si le courant circule de C vers D, nous savons que le courant dans un générateur quitte la borne positive pour aller vers la borne négative, à l'extérieur du générateur. Donc nous avons ici le sens du courant qui circule dans la tige dans ce sens de C à D, donc il va faire ça. Cela veut dire que le courant est issu de cette borne. Ok? On a ici, c'est voilà, c'est prime ici, voilà, A et E. Voilà. Donc on a le courant qui va circuler comme ça va passer de A, et par conséquent, la borne positive du générateur, c'est la borne dont est issu le courant. Ça va être
relié à la borne A. Donc ici, pour répondre à la question, la première question ici. Oui, c'était le premier ça. plan, oui. Voilà, c'était le premier cas. Oui. Donc là, la borne A de la tige va être reliée à la borne positive du générateur. Donc le générateur qu'on va avoir, ici, ce sera sa borne négative. De sorte que le générateur, il peut être représenté comme ça. Voilà. OK. Donc ici, on a évalué l'utilisation de la règle de la main droite pour déterminer le sens d'un courant. OK. Et donc, c'est une question de cours. Oui. C'est une question de cours. Donc là, c'est vérifier les connaissances. Alors, maintenant, la deuxième question, on nous demande... Je pense qu'on peut remettre la consigne, c'est le premier plan, avec la complicité de la régie, on peut remettre, voilà, c'est ça. C'était les exercices et les consignes. C'est ça, c'est les consignes. Donc si on peut avoir le premier exercice en gros plan également, voilà, sans le schéma, puisqu'on a ici le schéma, on peut le faire. Donc on a, voilà, très bien, merci beaucoup. Donc ici, la deuxième question, c'est calculer alors l'intensité du courant qui traverse le circuit. D'accord? L'intensité du courant. Et là également, on va appliquer des lois. Lorsqu'une tige est immobile, on dit qu'elle est en équilibre. L'immobilité, c'est l'équilibre. Or, il y a une loi qu'on a abordée en classe de seconde qui dit que si un système reste en équilibre, c'est que la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur lui est égale à vecteur nul. Ou bien la somme des moments des forces qui s'exercent sur lui est égale à 0. Donc ça, c'est une loi qu'on a apprise depuis la classe de seconde. Ça veut dire que le bac ne sanctionne pas seulement le cours reçu en terminale. C'est un chaînon, oui. Voilà, il sanctionne le cours secondaire. Donc tout ce qui est fait de la seconde à la terminale peut sortir au baccalauréat. Très souvent, quand il y a un chapitre qui n'intervient pas en terminale, les gens ont tendance à le négliger, mais il peut sortir. Et d'ailleurs, ce n'est pas fortuit si on appelle la classe terminale. Voilà, donc, terminale, c'est ça. Un chaînon, ça c'est dit. Parfaitement. Donc là, on va utiliser une loi qu'on a abordée depuis la classe de seconde pour pouvoir trouver une solution à cette question. Donc là, le système est immobile, donc il va être soumis à une loi qu'on appelle la condition d'équilibre. Alors, pour appliquer la condition d'équilibre, il y a des étapes. La première étape, c'est d'abord de définir le référentiel. De dire dans quel référentiel on se trouve. Référentiel. Le référentiel, ici, on prend le référentiel correspondant à la surface de la Terre, on dit référentiel terrestre, mais on suppose ce référentiel galiléen, parce que les lois doivent s'exécuter rigoureusement dans des référentiels qui sont galiléens. Le référentiel terrestre, il n'est pas galiléen, rigoureusement, mais pour le laps de temps que l'expérience dure, on peut considérer ce référentiel comme étant un référentiel galiléen. Donc c'est pourquoi on met toujours référentiel terrestre supposé galiléen. Donc Galilée, c'est le fameux... Et pourtant la Terre tourne. Voilà, et pourtant la Terre tourne. C'est le père de la physique expérimentale. C'est ça. Voilà. Alors, référentiel. Ensuite, il faut définir le système. Le système sur lequel on va appliquer la condition d'équilibre. Donc on dit système. Ici, le système sur lequel on va appliquer la condition d'équilibre, c'est la tige. Donc, c'est la tige qui est immobile et c'est sur la tige que les forces vont s'exercer. Nous voulons déterminer l'intensité du courant et cette intensité du courant, on la retrouve dans l'expression de la force de Laplace. Donc, il faut trouver l'expression de la force de Laplace et ensuite déduire de cette expression l'expression de l'intensité du courant. D'accord? Donc, système, tige. Voilà. Maintenant,
on fait le bilan des forces extérieures. Donc souvent, on l'abrège comme ça, bilan des forces extérieures. Tous les élèves de terminale ou de seconde scientifique savent ce que ça veut dire. Bilan des forces extérieures, c'est faire l'inventaire de toutes les forces extérieures qui s'exercent sur le système. Alors, ici, je vais effacer le schéma pour gagner en espace. Et je vais reproduire le même schéma, mais en le regardant de biais. Donc, il y a ici les deux rails, comme ceci. Je vais regarder ça de biais. Je vais représenter, donc, le deuxième rail, je ne vois pas. La tige, je vois simplement sa trace, comme ceci. Donc, je vais faire cette représentation. C'est une façon de pouvoir simplifier le schéma. Voilà. Donc, on a l'angle alpha ici. Et on a ici la tige. Donc, c'est la trace de la tige que je vois. Le deuxième rail, il est derrière. Je ne vois pas, parce que je regarde le schéma de biais. Donc, ce que je vois, c'est cet angle-là. Alors là, je vais représenter les forces. Alors là, le champ magnétique B, il est vertical ascendant, on ne l'oublie pas. Le courant, il circulait de C vers D, on le sait. Et la force de la place est une force qui retient la tige et qui l'empêche de déballer la pâte. D'accord? Alors, le courant entre dans la tige, comme ceci. Le champ magnétique est vertical. La force F, elle est à la fois perpendiculaire à la tige, au courant et au champ B. Donc, à la tige et au champ B. Oui. D'accord? Perpendiculaire aux deux. Puisque celui-ci est vertical, la force F va être forcément horizontale. Donc, c'est un des pièges que les exercices présentent. C'est d'abord la représentation de la force. Il faut savoir qu'elle doit vérifier la perpendicularité. La direction, elle est à la fois perpendiculaire au champ B et au courant. Donc, la force F va être une force horizontale orientée vers l'arrière. Donc, dès qu'on a représenté cette force, on a fait la grande partie du parcours. D'accord? Les autres forces qui vont s'exercer, donc il y a la force F, qui est la force de la place. Alors, tout objet qui est placé au voisinage de la Terre subit une force qu'on appelle le poids. La tige est placée au voisinage de la Terre, donc la tige subit la force qui est son poids. Le poids, sa direction et son sens sont connus. Le poids est vertical et dirigé toujours du haut vers le bas. Et on note cette force-là P. Donc je vais représenter le poids. Il est là. P. D'accord? Il va rester une troisième force. Donc je mets P ici. La troisième force, c'est la force que les rails exercent sur la tige. Parce que si les rails n'étaient pas là, la tige allait tomber. Donc les rails retiennent la tige, exercent sur la tige une force qu'on appelle la réaction. Parce qu'on dit que la tige agit sur les rails en réaction agissent sur la tige. Donc cette réaction-là, on la représente dans le cas où il n'y a pas de frottement. Lorsqu'il n'y a pas de frottement, d'accord, on l'a précisé ici, la réaction est perpendiculaire au rail, comme ça. Donc ici, il y a bien un angle droit. D'accord? Donc ça, c'est une force qu'on appelle la réaction. Donc voilà les trois forces qui s'exercent sur la tige. Maintenant, la somme vectorielle de ces forces, d'accord, doit être égale à vecteur nul pour que la tige reste en équilibre. Et cette condition-là, on l'appelle la condition d'équilibre, abrégée comme ça, condition d'équilibre. D'accord? C'est le poids vecteur, je fais plus la force de la place vecteur, plus la réaction vecteur égale à vecteur nul. Donc c'est une condition. Lorsque vous avez un objet qui est immobile, par
par exemple P immobile, c'est que la somme des forces qui s'exercent sur lui est égale à vecteur nul. On dit que les forces se compensent. S'il y a une force qui l'attire vers le bas, il y en a une autre force qui s'oppose. Pour maintenir l'équilibre. Pour maintenir l'équilibre, oui. C'est ça. Donc c'est ça qu'on traduit par cette relation. D'accord? Somme vectorielle des forces égale à vecteur nul. Alors, ça c'est une relation vectorielle. Mais nous voulons l'intensité du courant, et l'intensité du courant, on l'obtient à partir de la norme de F. Lorsqu'on a une relation vectorielle, on passe maintenant aux mathématiques pour pouvoir déterminer l'intensité de F. Et pour cela, on munit le dispositif d'un système d'axes. Donc on prend un axe, donc là c'est la condition d'équilibre. Maintenant on dit choix du repère. On choisit un repère. Choix du repère. Donc on choisit le repère et on regarde un repère qui pourrait nous arranger. La réaction ici, nous ne voulons pas connaître son intensité. D'accord? Nous n'avons aucune information concernant la réaction. Le poids, par contre, nous connaissons la masse. D'accord? Donc on peut calculer le poids. La force de la place, elle doit être dans l'expression parce que c'est l'intensité du courant que l'on veut déterminer. Or, l'intensité du courant est obtenue dans l'expression de F. Donc c'est cette force-là qui n'a rien à voir dans cette expression. Donc il faut trouver, avec le choix du repère, un axe qui peut permettre d'éliminer la réaction. Or, lorsque on projette un vecteur sur un axe qui lui est perpendiculaire, la projection est nulle. Donc, pour éliminer la réaction, il suffit de choisir un axe qui est perpendiculaire à la réaction. Or, ici, vous voyez que entre la réaction et le plan incliné, les rails, il y a un angle de 90 degrés. Ils sont perpendiculaires. Donc, c'est suivant ça, cet axe-là, ces rails, que je vais choisir un axe que je vais noter x', x. Donc, maintenant, je vais chercher les coordonnées des différents vecteurs suivant cet axe x', x. Et rapidement, parce que le voilà, temps... c'est ça. Parfaitement. Alors, donc, le poids, P suivant x. Donc là, lorsque je prolonge la réaction, l'angle que j'ai ici, je le retrouve là. On appelle ça angle à côté perpendiculaire. Donc, projeter P sur l'axe des x, ça va me donner P sinus de l'angle alpha. Donc, ça, c'est un calcul que les élèves apprennent déjà en classe de seconde. C'est en classe de seconde. Alors, ensuite, F suivant x, cet angle qui est là, nous avons, ça c'est l'horizontal, la force F est horizontale. Nous avons une séquente ici, cet angle et celui-ci sont égaux. Parce que quand j'ai deux droites parallèles et une séquente, ces deux angles-là, on les appelle des angles correspondants. Donc il y a celui-ci est à l'intérieur, celui-ci est à l'extérieur. Donc c'est des angles correspondants. Deux angles correspondants dans cette situation-là sont égaux. Donc l'angle alpha ici, on l'a là. Donc la projection de F sur l'axe des abscisses, ce sera F cosinus de alpha. Et la projection de R, suivant l'axe des abscisses, c'est nul. Parce que nous voulions justement projeter, éliminer la réaction R. Donc il vient que ici, ah oui, il y a le signe moins ici, parce que quand on projette F, à partir du moment où j'ai orienté l'axe vers l'arrière, quand je projette F sur cet axe, j'obtiens une projection qui a le sens contraire de l'axe. Donc je vais avoir un signe moins. Alors je récapitule. Chaque vecteur, je vais le remplacer par sa projection. P par Px. Ça me fait P sinus de alpha. F par sa projection, qui me fait moins F cosinus de alpha. Et R par sa projection, qui fait 0. Et tout ça égale à la projection du vecteur nul, qui est égale à 0. Donc ici, nous avons l'expression, et donc, à partir de cette expression, on va sortir F. F sera égal à quoi? À P
sinus alpha divisé par cosinus de alpha. Ce que je peux encore écrire plus simplement sous la forme P tangente de l'angle alpha. Donc F égale à P tangente de l'angle alpha. Parce que le sinus sur le cosinus, ça nous donne la tangente. D'accord? Maintenant, P, c'est mg. Le poids, c'est le produit de la masse par l'intensité de la pesanteur terrestre. G, donc, voilà. Alors maintenant, nous voulons l'intensité du courant. L'intensité du courant est dans l'expression de F. Or, F, d'après la loi de Laplace, F est égal à ILB. C'est I, F est égal à ILB. Et c'est L, c'est la longueur de la tige qui est parcourue par un courant et qui est plongée dans le champ. Ici, nous avons dit que les rays sont séparés d'une distance d égale à 18 cm et que la longueur de la tige est égale à 24 cm. Mais tous les 24 cm ne sont pas traversés par un courant. Il n'y a que les 18 cm de la tige qui sont traversés par un courant, parce que les rails sont séparés par cette distance. La tige est là, le courant ne traverse que ça. C'est cette distance que l'on prend en compte. Donc ici, il y a forcément une donnée qui est inutile. Ça peut, dans un exercice, on peut, pour évaluer l'aptitude de l'élève à s'approprier du cours, on peut donner des données qu'il ne va pas utiliser. D'accord? Donc ici, la donnée qui n'est pas utilisée, c'est la longueur de la tige. C'est plutôt celle-ci qu'il faut utiliser. Oui. Donc ici, on a IDB. Conséquence, je peux maintenant sortir la relation I, l'intensité du courant est égale à mg tangente de alpha sur B fois D. Voilà. Maintenant là, on passe à l'application numérique. L'application numérique, alors il faut faire attention, le champ B est donné ici en millitesla. Oui. 1 millitesla, ça fait 10 puissance moins 3 Tesla. Donc il faut toujours, lorsqu'on fait des applications numériques, ramener tout dans le système international. Les longueurs ici sont données en centimètres, 18 cm, il faut convertir en mètres. La masse est donnée en grammes, il faut amener ça en kilogrammes. Donc c'est extrêmement important dans l'application numérique de mettre toutes les grandeurs dans le système international. Et d'ailleurs, voilà, nous aurons le temps de continuer ce cours. C'est juste la fin, c'est la première partie, la fin de la première partie, mais nous aurons l'occasion de continuer cette leçon. Parfait. Une leçon pleine d'intensité d'ailleurs. Quand vous le faites, ça allie la pratique et la théorie. Merci beaucoup, professeur Dembo Diakité. Merci. Et merci également, chers apprenants, vous qui étiez là durant toute la semaine, c'est de e-école, du lundi au vendredi. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagné durant cette semaine, une équipe qui apprend bien d'ailleurs. E-école vous donne rendez-vous la semaine prochaine, c'est-à-dire le lundi. Les cours continuent malgré la fermeture des classes. D'ici là, confinez-vous avec le meilleur compagnon de l'homme, c'est les livres. On dit un esprit sain dans un corps sain et surtout, restez chez vous.